Bonjour à tous et à toutes. Merci de votre intérêt pour l'EMC. C'est avec un très grand plaisir que nous allons tenter, dans les 20 prochaines minutes, de vous en apprendre davantage sur l'EMC, notre réseau, le programme de coopération volontaire, le programme d'étudiantes et d'étudiants réfugiés, soit le PER, et comment vous pouvez avoir un impact direct, concret et non négligeable sur votre communauté en faisant partie de votre comité local. Mon nom est Marilyn Tremblay, je suis agente de programme pour le programme d'étudiants réfugiés et je suis en compagnie de mes deux collègues. Bonjour, mon nom est Sophie Saint-Laurent, je suis agente de programme pour l'engagement jeunesse et l'engagement sur les campus. Bonjour, mon nom est Catherine Veillette-Saint-Amand. Je suis chargée de programme pour le programme d'étudiantes et d'étudiants réfugiés. Alors, vous êtes prêts et prêts? Allons-y. L'EMC est une organisation non gouvernementale ou ONG à but non lucratif et qui travaille en développement international. En faisant partie de l'EMC, vous joignez donc un réseau étudiant de plus de 1000 personnes de partout à travers le pays. Ce réseau, notamment constitué de groupes étudiants que l'on appelle les comités locaux, est composé de jeunes leaders, mais aussi de membres du personnel et administratif des institutions postsecondaires avec lesquelles l'EMC travaille. À l'heure actuelle, plus de 90 comités locaux existent d'un océan à l'autre. Les deux principales activités des comités locaux sont de faire de l'engagement du public sur les thématiques proposées par l'EMC en lien avec le développement international et de participer au PR en contribuant à l'intégration des étudiants réfugiés qu'ils parrainent. Chaque année, notre réseau participe et organise des événements afin de faire de la sensibilisation du public. Pour vous donner une idée, l'an passé, plus de 300 événements ont été organisés, ce qui a permis d'informer plus de 60 000 personnes sur les thématiques telles que l'accès à l'éducation pour les filles réfugiées, la migration forcée et les objectifs de développement durable. Non seulement notre réseau contribue à informer sa communauté, mais il incite également son entourage à passer à l'action et à devenir des citoyennes et des citoyens du monde. Au cours de la dernière année, c'est plus de 22 000 personnes qui ont été engagées dans les différentes causes que nous défendons, c'est-à-dire que ces 22 000 personnes ont posé des gestes concrets. Les personnes qui forment notre réseau sont elles aussi engagées et passionnées. Et l'un des exemples les plus concrets de ça, c'est définitivement le nombre d'étudiantes et d'étudiants qui sont parrainés à chaque année et qui poursuivront leurs études dans un environnement sécuritaire et accueillant. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que le réseau des comités locaux n'est en fait qu'une partie du réseau de l'EMC qui compte plusieurs acteurs autant au Canada qu'ailleurs dans le monde. On n'a qu'à penser aux quelques 500 volontaires qui partent effectuer des mandats de coopération internationale à chaque année, les plus de 90 membres institutionnels, les nombreux donateurs et bailleurs de fonds, les plus de 200 membres du personnel de l'EMC au Canada et ailleurs et plus encore. Ensemble, nous travaillons à rendre notre monde plus inclusif, plus équitable et plus durable dans lequel tous les jeunes, en particulier les femmes et les réfugiés, disposent des moyens nécessaires pour améliorer leur propre qualité de vie, celle de leur famille et de leur communauté. Et quand on sait que l'EMC a plus de 65 ans d'expérience, non seulement en développement international, mais aussi avec son réseau d'institutions postsecondaires partout à travers le pays, on peut affirmer que l'EMC est bien établi et que son travail est reconnu autant au Canada qu'à l'étranger. Les actions de l'EMC par l'entreprise de programmes tels que le programme d'étudiantes et d'étudiants réfugiés, le programme de coopération volontaire, mais aussi une panoplie d'autres programmes que nous avons en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud, sont orientés vers les trois piliers suivants pour améliorer la qualité de vie des jeunes. Faciliter l'accès à l'éducation, créer des opportunités de renforcement de capacité, autonomisation ou encore ce qu'on dit en anglais empowerment. Et finalement, augmenter le nombre d'opportunités économiques tout en travaillant pour créer un système de marché plus inclusif. Et cela dans 25 pays dans le monde. Si vous écoutez cette vidéo aujourd'hui, il y a de fortes chances que vous ayez déjà entendu parler du PER, Programme d'étudiantes et d'étudiants réfugiés. Essayons de résumer en quelques minutes les notions de base en ce qui concerne les réfugiés, telles que la définition et le mécanisme qui permet à l'EMC de parrainer des réfugiés. Finalement, nous survolerons le fonctionnement du programme dans les pays où nous travaillons et comment cela se traduit pour les membres des comités locaux. Pour ce faire, j'ai avec moi Catherine. Bonjour Catherine. Bonjour. Peux-tu nous expliquer ce que signifie le terme réfugié? Oui, absolument.
Il s'agit d'abord et avant tout d'une définition juridique tirée de la Convention de Genève de 1951 relative au statut de réfugié. Pour obtenir le statut de réfugié, il faut d'abord être éligible selon la définition suivante. Toute personne craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques et qui se trouve hors du pays dont elle a la nationalité. Si la personne croit qu'elle est éligible, elle doit faire la demande à son pays d'asile ou au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, qu'on appelle aussi le HCR. Lorsque la démarche est enclenchée, mais que la personne n'a pas encore reçu son statut, c'est ce que l'on appelle un demandeur d'asile. J'aime bien que tu mentionnes qu'il s'agit d'abord et avant tout d'une définition juridique parce que le terme permet difficilement de refléter la multitude d'expériences vécues par ces personnes. Exactement. En ce moment, on voit plusieurs images de personnes connues. Est-ce que tu peux nous en dire davantage là-dessus, Catherine? Oui, en fait, vous allez probablement reconnaître plusieurs d'entre eux, Dany Laferrière, Corneille, Kim Thuy, le Dalai Lama, Einstein et d'autres. Il est important de souligner non seulement que les réfugiés qui sont arrivés au Québec et au Canada proviennent de contextes différents, mais aussi que nombre d'entre eux contribuent positivement à notre société. Il y a plusieurs histoires à succès et c'est important de les souligner. Absolument, mais ce n'est pas la seule chose qui mérite d'être soulignée. L'autre chose qui est également remarquable, c'est ce mécanisme de parrainage canadien qui permet à des individus, à des organisations ou des églises de parrainer des réfugiés. Tu as totalement raison. En 1978, en raison de la crise de réfugiés vietnamiens, le Canada a créé ce que l'on appelle le programme de parrainage privé. Lorsque les comités locaux décident de parrainer, ils le font par le biais des ententes de parrainage déjà existantes que l'EUMC a avec le gouvernement du Québec et du Canada, en tant que détenteur d'entente. Le PER est donc un programme de parrainage de réfugiés. Cela veut dire que les personnes qui s'y impliquent permettent la réinstallation de ceux-ci. La réinstallation consiste à transférer des personnes réfugiées d'un pays d'asile à un autre pays tiers qui a accepté de les admettre et de leur accorder la résidence permanente. C'est vraiment intéressant ça, Catherine, mais peux-tu nous dire quelle est la différence entre le PR et d'autres programmes de réinstallation? Le PR est un programme de parrainage pour et par des jeunes qui combine la réinstallation d'étudiants réfugiés et l'éducation postsecondaire. Cela leur permet donc de poursuivre leurs études postsecondaires au Canada. Et est-ce que c'est difficile pour les jeunes réfugiés d'avoir accès à une éducation postsecondaire? Oui, c'est assez difficile. On parle généralement de 1% des réfugiés qui ont accès à une éducation supérieure. Notre programme, bien que très petit, vient donc répondre à un besoin criant. Maintenant, afin de comprendre davantage le programme, nous allons explorer les deux autres composantes du PR, soit le volet Outre-mer et au Canada. Tout d'abord, une partie importante du programme, c'est le recrutement des étudiants, Catherine. Oui, l'équipe PR, en partenariat avec de nombreuses organisations, notamment le HCR, est en charge du recrutement. Au cours des 40 dernières années du programme, les personnes réfugiées recrutées sont venues de différents contextes et de plus de 39 pays d'origine. Et quels sont les critères afin d'être éligible au PER? Il faut être âgé entre 18 et 25 ans, avoir le statut de réfugié octroyé par le HCR ou par le pays d'asile, être célibataire sans personne à charge, avoir une copie de ses relevés de notes de ses études secondaires ou supérieures, parler couramment soit le français ou l'anglais, et finalement habiter dans l'un des pays où nous travaillons. En ce moment, je crois que nous travaillons au sein de 6 pays, n'est-ce pas? Oui, c'est bien ça. On travaille présentement au Kenya, dans les camps de réfugiés de Dadaab et de Kakuma, au Malawi, dans le camp de Dzaleka, en Ouganda, dans différentes parties du pays, en Tanzanie, dans le camp de Nyaragusu, ainsi qu'au Liban et en Jordanie. Nous travaillons avec des réfugiés qui habitent des camps de réfugiés, mais également avec des réfugiés qu'on dit urbains. Et pourquoi ces régions-là en particulier? Nous tentons de travailler dans des contextes afin de répondre soit à une crise majeure ou une situation prolongée de réfugiés. Nous tentons également de travailler là où il n'y a pas d'autre solution durable pour le moment pour ces populations de réfugiés. Et il y a également le facteur de la langue qu'il faut tenir en considération. Finalement, pour que le PR soit rendu possible, il faut que le contexte politique des pays où nous travaillons soit favorable et qu'il y ait des possibilités de partenariat ou des partenariats déjà existants.
Et je crois qu'un autre élément important pour rendre possible le PER, c'est aussi la participation des comités locaux. Effectivement. Les comités locaux sont au cœur du travail de l'EMC au Canada, non seulement en raison de leur participation au sein des parrainages, mais aussi parce qu'ils engagent le public sur des thématiques fondamentales pour l'EMC. D'abord, revenons au parrainage d'étudiants réfugiés. Pendant que les étudiants qui ont été recrutés au sein de leur pays d'asile participent à une formation pré-départ et passent au travers du processus d'immigration, les comités locaux, eux, se préparent à leur arrivée. Dès novembre, ils doivent soumettre leur intention de parrainage et ainsi faire l'inventaire des ressources qu'ils ont à leur disposition pour le parrainage et ainsi combler les 4 piliers du PER: soutien économique, soutien social, soutien académique et préparation pour la période d'après-parrainage. Ce soutien doit être pour une durée de 12 mois et 5 personnes minimum doivent participer aux efforts d'intégration. Un facteur important à considérer pour une intégration réussie, c'est un comité local actif et une communauté accueillante. Afin de répondre à ces deux objectifs, quoi de mieux que des activités d'engagement du public? Cela tombe bien, car l'équipe campus te fournira des idées, du matériel et des suggestions de dates pour maximiser l'impact de tes événements. En ce qui a trait au PER, nous recommandons des thématiques autour de la migration forcée, des barrières à l'éducation supérieure pour les réfugiés, ainsi que des activités permettant de déconstruire certains mythes autour des réfugiés et des nouveaux arrivants. Catherine, à l'EMC, nous avons aussi à cœur l'accès à l'éducation des jeunes filles affectées par les conflits. En effet, étant donné qu'elles s'occupent généralement du travail ménager et de leur famille, les jeunes femmes réfugiées sont souvent contraintes de manquer des cours ou d'abandonner leurs études. Pourtant, l'éducation donne aux filles et aux femmes les moyens de surmonter les obstacles auxquels elles font face au quotidien. C'est pourquoi c'est important d'en parler sur les campus, faire de la sensibilisation et passer à l'action pour qu'elles puissent réaliser leur plein potentiel. Et pour ce faire, les comités locaux aident à avancer des fonds afin de soutenir les efforts de l'EMC pour améliorer l'accès à une éducation de qualité pour les jeunes filles déplacées ou vivant dans une région affectée par un conflit. Grâce aux initiatives des comités locaux, non seulement 50 000 jeunes ont bénéficié de notre programmation dans les pays où nous travaillons, mais nous approchons également de la parité au sein des cohortes des étudiants PER. Incroyable. Les comités locaux peuvent également passer à l'action sur le campus avec la campagne Un monde. Sophie, est-ce que tu peux nous en dire davantage? Oui, en fait, comme mentionné plus tôt, le EMC travaille à développer les opportunités économiques pour les femmes et les jeunes pour bâtir un marché plus inclusif. Et la campagne Un monde est en fait le reflet de ce travail au Canada. Les populations plus marginalisées, particulièrement les femmes et les jeunes, sont plus souvent qu'autrement exclues des bénéfices du développement économique et social. Pourtant, ces femmes et ces jeunes représentent la force motrice d'un monde plus inclusif, équitable et durable. Et comment le Canada peut-il supporter le renforcement des capacités des personnes plus marginalisées dans les pays en voie de développement? En fait, chaque individu a le pouvoir d'agir et de contribuer à bâtir un monde sans barrières qui empêche ces femmes et ces jeunes de devenir les protagonistes du développement de leur communauté. Nos gestes permettent non seulement de supporter les efforts du développement international du Canada, mais contribuent aussi à l'atteinte des objectifs de développement durable des Nations Unies. À travers l'engagement des comités locaux, il est possible d'agir à différents niveaux. À l'échelle individuelle, en encourageant les gens à prendre des décisions informées et à poser des gestes concrets. À l'échelle locale ou nationale, en faisant entendre notre voix et en sensibilisant les gens qui nous entourent, ou à l'échelle internationale, en s'engageant dans un projet concret tel que le volontariat international, ou, comme le font les comités locaux, en parrainant des réfugiés. Et Sophie, nous pouvons agir dès maintenant. Oui, les comités locaux peuvent organiser une activité de sensibilisation Un monde pour provoquer des discussions sur leur campus, pour informer la communauté étudiante sur les enjeux sociaux et économiques à travers le monde qui touchent les femmes et les jeunes. Voici quelques exemples de ce que vous pourriez faire, donc, que ce soit au niveau d'organiser une conférence avec des spécialistes sur le sujet, d'encourager votre communauté à faire des changements au niveau de ses habitudes de vie et d'expliquer l'effet concret de ces changements. Vous pouvez aussi proposer à l'administration de votre campus ou à des entreprises locales de créer ou d'améliorer leur politique quant à l'égalité des genres ou à une politique de commerce international pour inclure, pourquoi pas, le commerce équitable. Il y a des moments clés pendant l'année auxquels vous pouvez vous référer, tels que la Semaine de l'égalité des sexes en septembre, Halloween au mois d'octobre, les Journées québécoises de la solidarité internationale
au Québec qui se déroule en novembre et encore la Semaine du développement international en février de chaque année. Et la beauté dans tout ça, c'est que vous pouvez obtenir du financement pour vos événements qui s'inscrivent dans le cadre de la campagne Un Monde, pouvant aller jusqu'à 1 000 $ par comité local. Et le UMC s'engage à vous soutenir dans la planification de votre événement lorsque vous appliquez pour ce fonds. Les applications seront disponibles en ligne sur la plateforme Mon Comité. Wow, c'est génial qu'on puisse recevoir de l'aide comme ça de l'équipe campus. Une autre question, Sophie, s'il y a des membres des comités locaux des comités locaux en fait qui seraient intéressés à s'impliquer outre-mer ou à aller travailler dans un autre pays, est-ce que c'est possible? Oui, bien sûr. Le UMC, en partenariat avec le Centre d'études en coopération internationale, le CECI, offre des opportunités de volontariat outre-mer pour les personnes qui résident au Canada. Donc, les volontaires travaillent en partenariat avec des organisations dans les pays en développement pour contribuer à créer des opportunités économiques pour les femmes et pour les jeunes et pour rendre les marchés plus inclusifs. La durée des mandats varie selon les besoins des organisations, mais ça va habituellement de 3 mois jusqu'à 2 ans. Et dans quel pays les volontaires peuvent-ils se rendre? Les volontaires peuvent contribuer aux efforts de développement international dans 12 pays à travers la planète. Et si une personne est encore aux études est-elle éligible pour appliquer pour un mandat outre-mer pendant l'été, par exemple, ou dans le cadre d'une session coop? Oui, le programme comporte en fait une branche qui est réservée uniquement aux étudiantes et aux étudiants, ainsi qu'aux personnes qui viennent tout juste d'obtenir leur diplôme d'études postsecondaires. Ce programme offre l'opportunité aux volontaires de contribuer à des projets de développement durable en collaboration avec les organisations locales avec lesquelles le UMC travaille en Afrique, en Asie ou dans les Amériques. Et ça permet aux volontaires de vivre une expérience d'apprentissage tangible et concrète, tout en travaillant avec les organisations dans les pays en développement et en leur apportant un soutien qui est important. Et oui, les mandats de volontaires pour les étudiants fonctionnent par session, donc à l'automne, à l'hiver et à l'été, et peuvent être faits dans le cadre d'une session coop. Si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez simplement nous contacter pour plus d'informations. Je suis certaine que plusieurs étudiants te contacteront, Sophie, sous peu. D'ici là, toute l'année, l'équipe campus offre des formations tant au niveau national que régional et partage des ressources avec les comités locaux afin qu'ils aient les connaissances et les outils nécessaires pour parrainer des étudiants, engager le public ou encore faire la gestion de leur comité local. Oui, donc commençons en fait avec les formations nationales. Il y a tout d'abord la rencontre de leadership. Il s'agit d'une formation de 3 jours qui se déroule en août à chaque année et qui est spécialement conçue pour les personnes qui vont prendre un rôle de leadership au sein de leur comité local pour l'année scolaire qui s'amorce. La formation se déroule dans la région d'Ottawa-Gatineau et rassemble plus de 100 jeunes leaders qui représentent sensiblement tous les comités locaux partout à travers le pays. Il y a également le Forum international qui se déroule à la fin janvier à chaque année. La formation est combinée avec une journée de conférences sur les thématiques du développement international et rassemble plus de 600 participants, dont 300 membres de comités locaux ainsi que 300 membres ou représentants du gouvernement, de la société civile et des institutions postsecondaires avec lesquelles le UMC travaille. L'équipe campus, on aime beaucoup ça aussi, être sur la route. Donc, on se déplace également toute l'année, particulièrement en septembre et en octobre pour les rencontres régionales. Cette année, il y aura une rencontre régionale à Montréal, Toronto, Vancouver et Halifax. N'oubliez pas de jeter un coup d'œil sur le calendrier campus pour en savoir davantage sur les dates. Il est disponible sur le site de l'EMC que nous allons aborder dans quelques instants. Il y a également la page des ressources pour les comités locaux sur laquelle vous pouvez aller chercher divers outils ou divers documents pour en apprendre davantage sur le programme d'étudiantes et d'étudiants réfugiés, la campagne Un Monde, la campagne d'accès à l'éducation pour les jeunes filles et aussi sur la gestion d'un comité local. Vous pouvez aller y jeter un coup d'œil sur le site internet de l'EUMC, eumc.ca. Finalement, il est important de se familiariser avec la plateforme Mon Comité. Cette plateforme, en fait, c'est ce qui nous permet au quotidien de rester en contact avec les comités locaux afin de faire de la gestion des subventions, les intentions de parrainage, le rapportage de vos activités et encore bien plus. Sophie, est-ce que tu peux nous dire davantage? Oui, la plateforme, en fait, vous permet de soumettre votre application, entre autres, pour le fonds catalyseur pour un montant de 250 $ et ça vous permet de donner un coup de pouce au courant de l'année. Vous pouvez aussi appliquer pour la subvention de voyage pour le Forum international si votre comité local est à plus de 600 km du lieu de la conférence.
C'est aussi sur cette plateforme-là, vous pouvez soumettre votre demande pour obtenir le fonds pour votre événement Un Monde. Et vous pouvez aussi soumettre votre formulaire d'intention de parrainage à travers la plateforme. Ça vous permet aussi de mesurer l'impact du réseau. Donc, lorsque vous réalisez une activité, faites-nous-le savoir via mon comité en nous mentionnant la date, la raison de l'événement, le nombre de personnes qui ont été informées, qui ont été engagées à travers vos événements. Et c'est très important pour nous de faire ce rapport d'activité-là pour être remis aux personnes qui nous fournissent l'argent pour faire nos programmes. Et je sais que généralement, il y a une information qu'on demande toujours par rapport aux personnes informées et engagées. Est-ce que tu peux nous en dire davantage sur la différence entre personnes informées et personnes engagées? Oui, c'est une très bonne question. C'est pas toujours facile de faire la différence entre les deux, mais voici comment le UMC les définit. Une personne informée, c'est une personne qui a simplement reçu une information. Donc, par exemple, quelqu'un qui s'arrête à votre table et à qui vous parlez du PER. Une personne engagée, tant qu'à elle, c'est une personne qui va poser une action après avoir reçu une information. Par exemple, vous dites à quelqu'un que vous faites une soirée conférence et cette personne va prendre la décision d'assister à l'événement, ou encore après avoir été informée à propos du PER, cette personne-là va décider de se joindre à votre comité local. Si jamais vous n'êtes pas certain, n'hésitez pas à nous le demander. Finalement, l'équipe campus comprend 3 agents de liaison régionale. N'hésitez pas à les contacter durant l'année, celle de votre région, afin d'en savoir plus sur notre programmation, l'engagement du public et plus encore. Maintenant que vous connaissez davantage le travail de l'EUMC, nous espérons vous revoir sur les réseaux sociaux afin de continuer la discussion. Nous sommes très actifs, notamment sur Facebook, Twitter et Instagram. On vous remercie vraiment beaucoup d'avoir été là, d'en avoir appris davantage sur l'EUMC et sur notre travail. Et on espère être en contact avec vous très prochainement. Merci beaucoup.